Est-ce que tu as d'autres questions? Le fait qu'il n'aime pas les devoirs et les responsabilités, finalement. On a un peu abordé, finalement, oui, le fait qu'ils veulent répondre à aucun besoin. Ça revient à ça, pareil. Oui. C'est la même chose. Oui, alors je vais peut-être rajouter un truc. Il y a le rapport quand même à l'indépendance. Alors peut-être qu'il faut que je précise quand même des choses par rapport à ça. Alors c'est plutôt dans la littérature américaine, puisqu'on a essayé, là-bas ils ont essayé d'affiner un peu la question des types d'évitants. Et en fait, bon, enfin là, ici, il y a quand même deux profils qui ressortent bien. C'est l'évitant craintif. Oui. Qui lui se retrouve en fait dans une ambivalence entre la peur de l'abandon et un besoin d'indépendance. Oui. On sait ce que ça veut dire, hein, maintenant, l'indépendance et l'abandon, si on a vu ça tout à l'heure. Et l'évitant dédaigneux, qui lui, en fait, axe tout sur son indépendance. Et donc, c'est important de dire ça parce que c'est des profils dont on va dire, mais ils sont tous les deux évitants, oui, mais ils ne réagissent pas de la même manière. Alors, c'est pas communément admis, hein, c'est-à-dire, je veux dire, d'un point de vue scientifique, il y en a qui disent, oui, mais ça dépend aussi, je veux dire, la théorie. Enfin, la question de la théorie, ça reste une théorie, quoi. On n'est pas dans... Voilà. Bien sûr. Mais par contre, je trouve que ça explique quand même pas mal de choses, et d'un point de vue purement empirique, c'est quand même très, très intéressant de voir finalement qu'on peut mettre pas mal d'évitants dans l'un ou l'autre profil, ça permet de mieux comprendre Alors, le dédaigneux, lui, c'est vraiment l'indépendance qui est axiale. Mais le dédaigneux, il s'est battu, lui. Alors, à la différence du craintif, le craintif, il a quelque part intériorisé, en fait, le fait qu'on ne répondra pas à ses besoins, il ne se bat pas. Le dédaigneux, il se retrouve dans une affirmation. Lui, on sait que depuis qu'il est petit, il s'est battu. En général, le côté comme ça, très assertif dans leur positionnement par rapport à l'indépendance, hein, en forme de radicalité. Eux, on sait qu'enfants, en général, ils ne se sont pas tus comme les évitants craintifs. Les évitants craintifs, ils ont dit, bon, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de vagues, ok, j'ai compris, je vais être indépendant, je ferai tout de mon côté, mais je reste comment dire, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de vagues. Le dédaigneux, il a fait des vagues, c'est presque sûr. Il était hargneux, du coup, pour... comment dire, il a voilà. Et donc, plus tard, une forme de rébellion. Exactement. Il a mis en place une rébellion. Mais par contre, il a accepté le fait que pour lui, l'indépendance, c'est sa porte de sortie. Oui, je vois. Ah, d'ailleurs, comme le craintif. À la seule différence que lui, il n'a pas aussi envie d'être abandonné, attention, le dédaigneux, hein, mais son besoin d'indépendance est tellement grand que c'est compliqué. Et je profite de ça aussi pour dire, finalement, que un évitant, on peut aussi l'activer, parce qu'on parlait d'activer tout à l'heure un évitant, en touchant soit à sa peur d'abandon, soit à son indépendance. D'accord. Alors, on sait maintenant ce que ça veut dire indépendance pour... alors, il faut savoir que l'évitant n'est pas du tout conscient de ça. Pour lui, ça, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus compliqué que dans la société moderne, finalement, l'autonomisation, l'indépendance, sont des valeurs sûres. Et donc, l'évitant est câblé structurellement comme étant finalement le modèle fini de ce que propose en tout cas comme type de personne, tout en fait en phase avec cette société. Oui, mais quand même, c'est l'hyper-indépendance, là. C'est pas une indépendance. Oui, tout d'accord. Mais je veux dire, c'est pour ça que moi, c'est vrai que la société prône l'indépendance. C'est très compliqué, en fait, de voir la différence. Moi, j'ai appris là-dessus. C'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pour dire surtout... C'est vrai. On voit pas très bien ça. C'est vrai. On se dit, mais en fait, oui, mais quoi, c'est pas bien. Donc, l'évitant lui-même, il se dit, mais quoi, c'est bien d'être indépendant dans la société. Et au contraire, il voit les personnes qui sont dans une dépendance comme... faible finalement. Alors, celui qui le voit comme faible, c'est plus... Alors, les deux voient ça comme étant de la faiblesse, ça d'office, parce qu'eux sont construits autrement. Le dédaigneux est un peu plus virulent par rapport à ça. Tout à fait. L'autre, il trouve aussi que c'est de la faiblesse, mais c'est jamais dans une affirmation c'est vrai, tranchée. C'est vrai. Le dédaigneux, lui, il est tranché. Le dédaigneux, il te dit, moi, en fait, j'ai besoin de personne, quoi. Et m'attacher à quelqu'un, potentiellement, pour moi, ça apparaît pour moi comme étant de la faiblesse. Et pour une raison simple, c'est que la souffrance qu'ils ont eue petit, en général, dans ce lien d'attachement,
On va dire les dédaigneux, c'était tellement puissant. Je crois avoir entendu pas mal d'histoires sur l'envoi. Et la manière dont ils sont positionnés, c'était terrible. Donc, une fois de plus, c'est pas pour les excuser, parce que et je suis pas là en train. C'est vraiment pour essayer d'expliquer un phénomène et pas de justifier des comportements qui sont pas toujours indiqués, mais de dire voilà, en même temps, il y a cette réalité-là, mais ils sont pas conscients par contre. L'indépendance pour eux, on se pose pas la question. C'est comment ça, l'indépendance, il est où le problème avec l'indépendance? Et c'est pour ça que tu fais le lien avec la société dans laquelle nous sommes, qui va mettre l'autonomisation, la réalisation de soi, l'épanouissement personnel, qui sont finalement toutes des branches finalement de l'indépendance. Alors on va mettre ça très très en avant. Et donc du coup, ça va pas réellement se voir. Je suis anxieux, je vois une évitante, mais pour moi en fait c'est un prototype comme un autre dans une société moderne. On le voit pas forcément. On est dans une société moderne, donc du coup ça va, comment dire, plus facilement se voir. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, tout à fait. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais... Concernant les changements d'humeur, moi j'ai remarqué que souvent ils passent dans la même journée, limite, un peu d'un extrême à l'autre. On a l'impression des fois d'avoir même deux personnes différentes. À des moments, une personne qui est un peu plus limite, entre guillemets, normale, en tout cas qui n'a pas un attachement évitant. Et à d'autres moments de la journée, une personne complètement fermée, un iceberg, quelqu'un avec qui on ne peut pas du tout rentrer en connexion. Bon, il n'y a jamais de réelle connexion, mais en tout cas, on ne peut pas du tout rentrer en lien. Ils sont fermés. Donc, qu'est-ce qui explique ces changements d'humeur même dans la même journée, des fois. Donc froid, et l'inverse, c'est quoi alors de froid? Des fois complètement froid, et des fois un peu plus vulnérable, entre guillemets, qui s'ouvre un petit peu plus, et qui apparaît limite presque pas évitant, quoi. Oui. Vraiment des grosses variations, on a l'impression d'avoir deux personnes différentes, des fois. Alors l'anxieux, sa vie, sa construction la manière dont il a grandi dans ce monde, c'est toujours en étant souvent très connecté. Oui. Oh oui. C'est son état naturel. Ça. Oui. L'évitant, son état naturel, c'est plutôt la dissociation. C'est pour ça qu'on les sent souvent froids. Voilà. Donc, quand tu dis, tiens, il a l'air presque pas évitant, oui, mais il est surtout pas dans son assiette, quoi, en tant qu'évitant. Il n'est pas dans son truc naturel. D'accord. Oui, des fois, il est moins dissocié que d'autres. Voilà. Et je pense que c'est ça. En fait, c'est ça. Ça dépend du niveau de dissociation. Mais par contre, ils ont aussi besoin d'être, comment dire, seuls, de pouvoir être seuls avec eux-mêmes, etc., etc. Quoi. Donc, et donc, parfois, cette fermeture, c'est ça aussi. C'est une distance émotionnelle pour dire, oh, là, tu me laisses tranquille. D'accord. Parce que je suis... alors, ça, je ne dis pas que c'est conscient quand ils le font, mais c'est leur état naturel qui les rappelle. Quoi. En gros, un automatisme. Allez, maintenant, il est temps de revenir dans l'eau, puisque tu es un poisson. Tu n'es pas un mammifère, un mammifère marin, mais tu n'es pas un mammifère qui marche sur Terre, qui respire de l'oxygène. Ton état naturel, c'est l'eau, c'est d'être dans l'eau. Donc c'est bien, tu as respiré un peu comme un mammifère à l'extérieur. Mais maintenant, il est temps de rentrer dans, et donc tu rentres dans l'eau. Tu vois, il y a quelque chose de là qui se joue. Sauf qu'une fois de plus, quand on est comme ça, spectateur du truc, on se dit, c'est quoi ce truc, quoi? On se dit, clairement. C'est quoi ce bazar? On peut avoir deux personnes différentes. Exactement, mais c'est cet état de dissociation partielle, complet, ou voilà. Et c'est quoi finalement exactement en fait la dissociation en fait? Dans leur cerveau, il y a quoi? Il y a un truc un clapet qui se verrouille. Enfin, comment ils font ça exactement en fait? Enfin, est-ce qu'on peut imaginer le truc, une dissociation? Oui, en fait, une dissociation, il faut le voir comme une connexion. D'accord. Donc, je me déconnecte, je débranche la prise quelque part. Oui, je ne suis jamais connecté à mes émotions. Donc j'ai la prise, elle est tout le temps débranchée. Elle est tout le temps débranchée. Comme si j'étais un appareil électronique et que
La prise, elle est débranchée. Exactement. Donc tout ce qui se passe comme interaction, je ne suis pas touché de la même manière. Ah oui, c'est sûr que là, quand on se déconnecte, il n'y a presque rien qui nous touche finalement. Mais du coup, ni en positif, ni en négatif. Exactement. Du coup, ma vie est complètement plane. C'est comme si j'étais quelque part, on va employer le mot, mort. C'est comme si j'étais mort. Il y a quelque chose de cet ordre. Je ne suis pas vivant en tout cas. Si je ne suis pas connectée avec tout ce qui m'entoure et que je suis complètement déconnectée, je suis comme mort. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que leur partenaire idéal aux évitants, c'est l'anxieux. L'anxieux, il est connecté. Très vivant et très connecté. Donc du coup, évidemment que c'est pas parce qu'on est évitant qu'on n'a pas besoin d'une relation, qu'on n'a pas besoin de chaleur. Oui. Sauf que c'est difficile pour l'évitant de se mettre dans une situation où d'abord il va demander de la chaleur, c'est pas facile de demander parce qu'on ne demande rien en général. Oui. Et potentiellement de dire en plus j'ai besoin de chaud, quoi, alors que moi j'ai que du froid. Ah oui. Donc il a envie aussi d'être réchauffé et potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas donner du chaud, mais c'est compliqué pour lui. Et en fait c'est compliqué pour lui. Donc ça veut dire qu'il doit vraiment se retrouver dans une situation où sur le plan de la sécurité émotionnelle, on doit être au top, et on sait ce que ça veut dire la sécurité émotionnelle pour un évitant. Pardon. On peut quasiment rien. On peut quasiment, si on dit les choses, là, on doit faire extrêmement attention à la forme. Donc, ça demande, en fait, on va dans un couple, finalement, qui va pas progresser naturellement. C'est-à-dire où il y a une meilleure connaissance l'un de l'autre, des besoins de l'autre. Parce que finalement, c'est pas la fonction d'un couple. Parce que je pense que dans la modernité, on a quand même oublié ça, mais la fonction d'un couple, au départ, si on se met ensemble, c'est pour pouvoir répondre à nos besoins mutuels. Bien sûr. D'amour, de relations, de sexualité, de tendresse, d'affection, d'entraide, etc. etc. Alors, je ne dis pas qu'on sait tout faire tout le temps, mais le but, c'est de ne pas justement les trouver ailleurs. Et oui, bien sûr. Oui, sauf que voilà, la société moderne nous dit de plus en plus quelque chose qui s'apparente parfois à des comportements d'évitant. Ah, c'est vrai. S'il a un besoin, c'est son problème, hein. C'est les besoins, enfin voilà, on va pas rentrer dans tous les pousse vers le côté. En gros, c'est si tu as envie ou si tu n'as pas envie. Et donc, on a mis cette notion-là, et en fait, c'est parfaitement le fonctionnement de l'évitant, puisque lui, en fait, il est structuré de cette manière-là. Donc, tu vois, il y a quand même. C'est pour ça que pour moi, la question de. En fait, il n'y a pas de psychologie sans sociologie. Il y a toujours un terreau fertile qui va permettre l'émergence de tel ou tel comportement. Je veux dire, on ne va pas parler de psychologisation du moi en Chine dans les années 60. En France, on a Dolto et tout ça, mais en Chine, pays communiste, c'était communautaire, ils ne comprennent pas, quoi. Je veux dire, et c'est normal. Par contre, au plus la société va s'individualiser, et au plus tout ce qui va émerger par rapport à la psychologisation du moi a toute raison d'être. Parce que c'est tout à fait corrélé à la société, au terreau fertile dans lequel on se trouve. Donc ça, si c'est important à comprendre. Et c'est pour ça que je fais ici le parallèle entre l'évitant dans le couple et la société moderne, ce qu'elle leur envoie du couple. La question du devoir et du besoin est de moins en moins important. On pousse les gens à être dans ce côté-là, effectivement. Dans un côté beaucoup. Enfin, je pense que ça, tu t'en aperçois aussi. Tout à fait, oui. Mais du coup, on est dans un total déséquilibre dans cette relation, enfin, dans ce lien-là. Ce lien ne tient que parce que c'est déséquilibré. Si l'anxieux, ou enfin en tout cas le partenaire de l'évitant, veut équilibrer le lien et qu'il soit au même niveau en termes de moi je réponds à tes besoins, toi tu réponds aux miens, on est dans une codépendance, on est au même niveau, et ben l'évitant il va pas accepter d'équilibrer le lien parce que bon il en a pas les ressources, mais du coup il y a un total déséquilibre au désavantage du partenaire. On va dire que moi je trouve que le partenaire il va donner 90%. Et l'évitant, il va donner 10%. Et encore, je suis très généreuse, là. Je dirais plus 99% et 1% pour l'évitant. Ok, mais c'est totalement déséquilibré. Et la relation ne tient que parce que le partenaire maintient à bout de bras comme un arapède à son rocher qu'il ne veut pas lâcher. Bon, les sécures, ils lâchent plus facilement, mais les anxieux, ils lâchent pas. Puisque comme tu as dit...
Ils sont activés. Une fois qu'ils sont activés, voilà. C'est très difficile de lâcher. Ils se remettent en question eux-mêmes en se disant potentiellement je ne suis pas suffisamment bien ou je n'ai pas fait les choses correctement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et ils ont donc plein de propositions pour aller rechercher la mère symbolique. Hein. C'est ça. Et je vais y arriver, il va finir par changer, je vais réussir à l'emmener en thérapie. Mais ça, c'est une illusion en vérité. C'est une illusion. Hein. Ça vient de l'évitant. S'il veut aller se faire aider, c'est parce que vraiment dans sa vie, il aura eu. Et donc l'évitant doit comprendre. Dur. Voilà, l'évitant au bout d'un moment doit comprendre en fait qu'on peut aller chercher l'anxieux doit comprendre qu'au bout d'un moment, on peut aller chercher l'évitant. On peut essayer de le chercher, tout ça. Comment? Non, ça veut dire qu'on peut, ce qu'on fait, ce qu'il le fait naturellement. Hein. Et, il suffit d'être activé. Qu'est-ce que je fais comme proposition? Peut-être si je fais ça, ça ira mieux pour lui. Ben oui, je l'aime, donc j'essaie de faire en sorte que ça puisse... Non, mais ça l'aide pas, il n'y a rien qui l'aide. Oui, mais donc c'est important de dire que dans l'activation, comprendre le process que j'ai essayé de tenter d'expliquer tout à l'heure, c'est aussi un retour vers soi. Oui. Il vient de m'activer de cette manière-là. Effectivement, je l'aime. Je vais faire des efforts parce que je suis de toute façon comme ça, hein, puisque moi je me pose toujours la question de qu'est-ce que j'ai fait de bien ou pas bien, hein, ce que l'évitant fait très rarement. Hein. Oui. Ça arrive qu'ils le fassent, alors s'ils le font, c'est plutôt seul, mais en tout cas ils t'en parleront jamais. Non, voilà. Effectivement. Bon, l'anxieux en général il a tendance à en parler, j'ai bien fait ça, peut-être que c'est ceci, cela et tout. C'est vrai. Donc la question c'est jusqu'où on va. Et c'est là la position que l'anxieux doit vraiment se recentrer, finalement, vraiment prendre conscience de comprendre qu'est-ce qui a été activé. Parce que je dis ça parce que je vois que beaucoup se plaignent. Mais pour moi, c'est important d'expliquer ça parce que c'est de dire, voilà, vous êtes activé de cette manière-là, c'est ce qui se met en branle en vous, jusqu'où vous irez. C'est vrai. Dire, allez, c'est bien, pas de problème, mais jusqu'où? Et en fait, jusqu'où tu es pourquoi est-ce que les anxieux aujourd'hui, ou en fait... ce type d'attachement, personne avec ce type d'attachement se retrouve complètement perdu. Et après, c'est comment je vais faire revenir mon évitant, comment Au bout d'un moment, il faut se dire, voilà, moi, je peux aller jusqu'à un certain point. Ah oui. Et puis après, il y a aussi... Quelle est ma limite, à un moment donné? Quelle est ma limite? Et je dois comprendre effectivement que potentiellement, en agissant de cette manière-là, depuis autant de temps, avec telle intensité, je suis peut-être un peu trop au-delà des limites. Exactement. Et quel est le message qu'on envoie à l'évitant? Et si ça l'aidait, ça se saurait. Voilà. Mais en fait, il est poursuivi. Évidemment qu'il ne veut rien savoir. Effectivement. Quoi, tu veux absolument que je me connecte à moi-même et tout, mais laisse-moi tranquille. Et oui. Donc plus tu me cours après, plus je te fuis. Et j'ai l'impression que plus l'anxieux accepte, même si il va se plaindre, il va râler, il va courir derrière... l'évitant qui va, lui, toujours fuir, toujours plus loin. Il va essayer de le faire changer, il va essayer d'employer toutes les techniques qui existent dans le monde, et il n'y en a aucune qui va réellement fonctionner. Mais finalement, l'évitant, il va se dire, l'anxieux, il est toujours là. Quoi que je fasse, il est toujours là de toute manière. Et je crois que finalement, ce qui peut un peu plus marcher, s'il y a quelque chose qui marche, c'est qu'à un moment donné, l'anxieux, il se respecte, il se recentre, il se dit, OK, j'ai donné ça, j'ai même dépassé mes limites, stop. Je recule et finalement je me priorise et je pense à moi, je vais me faire aider moi aussi peut-être s'il y a des choses à travailler aussi sur moi, parce que si je suis restée aussi longtemps avec une personne qui me donnait que des miettes, c'est que ça dit aussi beaucoup de choses de moi. Je vais peut-être aller aussi voir un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a, et peut-être que si l'anxieux il finit par lâcher le truc, peut-être que l'évitant à un moment donné il dira je l'ai plus en fait. Oui, mais il ne faut pas le faire dans cette intention-là. Parce que, oui, ça ne doit pas être une manipulation pour je veux récupérer mon évitant, donc je fais... Mais parce qu'on ne le récupérera pas comme ça. Non, on ne le récupérera pas comme ça. Non, ça risque pas. Donc voilà, je veux dire... De toute façon, il le sent que... Voilà, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre, c'est la question par contre, c'est de me dire, OK, comment je reprends le pouvoir sur moi-même? C'est de dire, voilà, je pense aussi à moi. Jusqu'à présent, en fait, l'autre m'a activé pour ne penser plus qu'à lui, à ses besoins. J'ai vu que j'étais arrivé à un point presque de non-retour, et ça, c'est pas acceptable. Oui. Pour toute une série de raisons. Jusqu'à se perdre soi, c'est pas du tout acceptable. Donc, moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est de me dire, OK, là, l'évitant quand même révélé une faille en moi. Oui. Et en fait, la vie, en tout cas, moi, je vois les choses de cette manière-là, c'est quand même pour essayer d'être toujours... avec le temps, toujours une meilleure version de soi-même.
La meilleure version de soi-même, ça veut dire faire de l'introspection, se poser des questions, pas répéter les mêmes erreurs. Faire les erreurs, on va toujours en faire, hein. Oui. Mais plus les mêmes, quoi. Oui. Donc, je me densifie, voilà, j'ai construit des édifices un peu plus solides et tout, et j'avance avec ça pour les prochaines aventures. Oui. Mais par contre, ça me montre quelque chose sur moi. Et donc, cette expérience avec un évitant, au lieu et je comprends parce que c'est naturel, hein, d'en vouloir à mort presque à l'évitant, c'est de dire au fond, ok, moi ce qui m'intéresse par contre, c'est comment je reprends, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, et comment je reprends le contrôle sur moi-même. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas en état presque de liquescence, occupé à être activé comme ça, à courir après l'autre, alors que l'autre ne donne pas de réponse. On sait pourquoi il ne donne pas de réponse. Hein. Parce que ça, c'est important aussi pour les évitants qui nous écoutent. C'est que leur but, c'est pas de faire mal. Hein. On n'est pas. Non, on est d'accord là-dessus, bien sûr. On n'est pas face à un pervers narcissique. Non, c'est sûr. Là, il y a une intention de nuire, évidemment. Une grosse différence. Là, il n'y a pas une intention de nuire. Non, mais les résultats sont quand même les mêmes en face. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça, malheureusement. Je protège, l'autre, il veut que je sois trop connecté à moi-même. Mais les dégâts sont les mêmes, honnêtement. Oui, les dégâts sont les mêmes. Il y a une différence. Mais donc, ça veut dire quoi, les conséquences sont les mêmes. Que ce soit volontaire ou involontaire, finalement, on s'en fiche. Que tu aies eu la volonté de me faire mal ou que tu m'as fait mal sans le vouloir, tu m'as quand même fait mal. La blessure, elle est quand même là, en fait. Bien sûr que tu as des circonstances atténuantes parce que tu n'as pas voulu me faire mal, mais tu m'as quand même fait mal. Donc finalement, on s'en fiche honnêtement, on s'en fiche du fait que ce soit... Ça, c'est la... c'est ce que voilà, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Enfin, que la personne ait eu l'intention de nuire ou pas. Limite, c'est pire. Je vais même dire c'est pire. Parce que quand dans notre tête de partenaire, on se dit, il fait pas exprès. Le pauvre, il a eu une enfance tellement compliquée, il a eu tellement de traumatismes, je lui pardonne, je comprends. On comprend jusqu'à quand, en fait, à un moment donné? Parce qu'on se perçoit à force de comprendre. Donc, on comprend, ça va un peu, mais à un moment donné, on a compris que tu faisais pas exprès, en tant qu'évitant, de faire mal à la personne en face, mais tu as quand même une responsabilité aussi d'aller peut-être chercher de l'aide. Si tu veux que ta relation fonctionne avec ta partenaire, à un moment donné, en fait, essaie d'aller te faire aider. Bien sûr que pour un évitant, d'aller se faire aider, c'est complètement contre nature, puisque depuis tout petit, ils apprennent à ne pas demander d'aide. Donc pour eux, c'est quasiment impossible. Mais à un moment donné, moi je dis, pas se faire aider, et du coup, pour le partenaire, il doit se forcer aussi à s'éloigner et à ne pas accepter de se faire traiter comme une serpillière. Je veux dire, à un moment donné, non, c'est top. Mais tout à fait. Mais comprendre, donc pour moi, comprendre, ça ne veut pas dire accepter. Oui. Donc je peux comment dire, donner du sens à ce que je vois, je vis, donc et comprendre effectivement dans quoi ça s'inscrit. Mais pour autant, c'est parce que j'arrive à expliquer un phénomène que je l'accepte et je le prends pour argent comptant et surtout, je l'invite à la maison. Oui, je vois. Je comprends, je sais parfaitement de quoi il s'agit, mais par contre, maintenant, je sais que mes futures expériences, puisque j'ai appris que c'est pas ce qu'il me faut. Tu vois et voilà, c'est simplement ça, quoi. C'est pas ce qu'il me faut parce que ça me correspond pas, tout simplement. Et de dire aussi, je peux aussi penser à ce qui est comment dire, à mes propres besoins par rapport à ça. Tu vois, et je veux dire, pour moi, c'est toujours très, très important de dire, plus on ramène le contrôle vers soi, c'est-à-dire qu'évidemment, on a du pouvoir que sur soi-même, on n'a pas un pouvoir sur les autres. C'est important de le comprendre, ça. Ouais, c'est difficile, ça, pour l'anxieux qui veut toujours essayer d'aider l'évitant. On a du pouvoir que sur soi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est reprendre le pouvoir sur moi. Et de me dire au bout d'un moment, bon, ok, ça, je sais que je peux agir là-dessus, je peux me remettre en question, je peux essayer d'apporter des ajustements, de modifier certaines choses, etc., mais toujours dans la perspective d'être une meilleure version de soi-même, avec le temps. Mais par contre aussi, ça me permet aussi de me dire, tiens, en termes de relation, j'ai plutôt besoin de ça, quelqu'un qui s'inscrit quand même dans cette perspective-là. Oui, mais quand tu aimes quelqu'un, c'est difficile de se dire, effectivement, cette personne ne répond pas à mes besoins, mais quand tu es très attaché à la personne, tu voudrais plutôt essayer de lui montrer la voie pour qu'elle se fasse aider et que votre relation à tous les deux, en général, en plus, quand tu es anxieux, tu veux cette personne et pas une autre.
parce que ça vient tellement résonner avec toi que tu restes. Tu te dis, bah, je veux pas quelqu'un d'autre, je veux cette personne, mais je veux la meilleure version de cette personne. Oui, et ça, Malheureusement, ça ne marche pas. Non, ce ne sera pas possible. Donc c'est pour ça, et comprendre ça, c'est gagner du temps. On pourra alors, pas, alors, je ne vais pas dire pour autant que, comment dire, qu'il n'y a pas de possibilité de potentiellement récupérer son évitant. Hein. C'est pas ça. Je dis pas ça non plus. Par contre, mettre tout son espoir là-dedans, en ayant, comme tu l'as dit tout à l'heure, investi 90% du truc et plus la recherche, l'activation dans tous les sens, et je lâche pas pendant 5 ans, et puis je pense que, ouais, mais c'est lui, mais c'est elle, non, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, si l'autre ne montre pas de marque de réciprocité, c'est un autre problème, ça aussi, hein, pour la réciprocité, ça n'existe pas vraiment. Oh là là, non, il n'y en a pas. Voilà, donc du coup, si tu vois qu'il n'y a pas de réciprocité de l'autre côté, qu'il n'y a pas de retour, les choses sont claires. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre est un méchant ou quoi que ce soit. Il a des problèmes, c'est difficile et tout, mais... De travailler sur lui. Moi, je ne peux pas attendre 10 ans. Effectivement. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Quand je dis, en fait... Oui, mais donc, c'est important de se dire, voilà, comment... C'est pour ça que pour moi, comprendre d'abord, dans un premier temps, c'est de ça s'affranchir de toute une série de choses. Oui. Je comprends comment je suis activé, je vois ce que j'ai investi dans le truc, et je vois en fait que potentiellement, mon évitant pourrait me garder comme ça en suspens, parce que c'est ce qui se passe, hein, en suspens encore pendant de longues années. Tu m'avais dit, tu m'avais imagé le truc, tu m'avais dit, l'évitant, en gros, il met... Oui, tu peux donner. Non, mais c'est quoi? Dans une poupée, c'est une poupée. Il emballe sa poupée, voilà. Et il la met de côté. Voilà, il emballe la poupée, il la met de côté, et en fait, il vient la déballer de temps en temps. Sans jeu de mots. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il est en lien avec cette poupée, c'est-à-dire que, mais elle est emballée, c'est-à-dire qu'elle est bien mise dans une chambre, dans une armoire. Oui. De temps en temps, il vient, il regarde la poupée, il joue un peu avec, il repart. Il réemballe sa poupée, il la laisse là. Ouais. Okay. Et il y a une image de cet ordre-là, je crois que ça parle beaucoup à beaucoup de... Ah mais c'est très parlant, c'est-à-dire qu'elle est bon, ni trop près ni trop loin, et c'est surtout lui qui finalement... Garde le contrôle. Voilà, il garde le contrôle, et c'est lui qui déballe quand il veut, et... Par contre, ne t'approche pas trop, je te déballe quand moi, en gros... J'en ai envie et besoin. Voilà. Donc, il n'y a aucune réciprocité là, voilà, c'est déséquilibre total quand même. Oui, mais donc se rendre compte de tout ça, c'est pas, une fois de plus, c'est pas parce qu'on se rend compte de toutes ces anomalies-là que pour autant on doit dire tiens, j'aime plus mon évitant. Ah, j'aime mon évitant, mais je vois que c'est pas possible. Et je dois accepter. De faire un deuil, c'est difficile de faire un deuil. Le deuil avec l'évitant, c'est extrêmement compliqué. Alors là, parce que le problème avec l'évitant, très difficile. C'est qu'une fois qu'il vous a activé ou qu'il t'a activé, il n'y a jamais de mot de fin. Exactement. Donc en fait, c'est jamais fini. C'est une histoire en pointillé. Voilà, c'est une histoire en pointillé. Voilà, ça c'est une très belle image. Voilà, c'est une histoire en pointillé, donc tu peux jamais faire ton deuil. Exactement. Et donc ça veut dire faire ton deuil. À le faire. Eh ben, des fois, il va un petit peu... Il est là, et tu dis coucou. Voilà, je suis là, mais attention, ne crois pas que... C'est exactement ça. Ça, on en voit dans beaucoup de témoignages. Ah oui, oui, franchement. Et donc la question, c'est est-ce que moi, j'ai envie de continuer à jouer à ça ? C'est très difficile. Mais en même temps, c'est souvent parce qu'on se dit, mais en fait, l'autre a tout le potentiel pour qu'on puisse avoir une belle histoire. Exactement. Mais en même temps, quand on commence à les chipoter, regarder, on se dit, mais il y a ça comme problème, ça comme problème, ça comme... Mais ça, on ne veut pas le voir. C'est vrai. Parce qu'on a activé comme un anxieux. Et l'anxieux, il a activé comment ? Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il est là, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour plaire à l'évitant ? Et c'est terminé. C'est ça. Et puis la perte, ce qu'on disait, l'aversion à la perte. Oui. J'ai tellement investi, alors quand j'ai investi, c'est pas de l'argent spécialement, hein. C'est du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'émotionnel, des pensées. Oh là là. Et donc du coup, mais moi je suis là, je me dis, mais attends, avec tout ce que j'ai investi, j'ai pas envie de partir. Exactement. Et en fait, ce que j'ai pu lire, c'est que l'anxieux, le cerveau de l'anxieux va se focaliser sur le peu de positif qu'il y a. Et par contre, l'évitant, c'est l'inverse. L'évitant, souvent, il va se focaliser sur le peu de négatif qu'il y a chez le partenaire. Et en fait, l'évitant va en faire une montagne du peu de négatif. Il va dire, ah, ce partenaire n'est pas bon, il a ça, ça, ça comme défaut. Et l'anxieux, il va faire l'inverse. Oui. Ils sont vraiment à l'opposé. Alors là, tu touches un point extrêmement important. C'est vrai, peut-être on n'en a pas parlé de la même manière tout à l'heure, mais enfin, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, non. C'est-à-dire qu'en fait,
là, effectivement, le fait de focaliser, donc d'abord dans leur construction psychique, et ça c'est surtout le dédaigneux qui est comme ça, mais attention, le créatif aussi est comme ça. Oui. Ils ont tendance à se voir, eux, bien, une image idéalisée. Une apparence de quelqu'un de bien, en apparence. Par contre, les autres sont toujours, et souvent, à l'extérieur c'est négatif, et eux sont bien. Ouais. Comme il n'y a pas d'introspection, il y a une difficulté à pouvoir se remettre en question. Oui. Puisque moi, à l'intérieur, je ne vois pas, je vois juste l'autre. Okay, c'est vrai. Ça, je vois que les défauts de l'autre, pas forcément les miens, parce que je n'ai pas d'introspection et que je ne veux pas aller introspecter parce que ce serait trop douloureux pour l'estime de moi qui est déjà suffisamment basse. C'est ça. Ouais. Et en même temps, il y a une recherche, comment dire, de confort psychologique. Donc, l'évitant, ce qu'il recherche, c'est un confort psychologique. L'évitant s'en fout s'en fout entre guillemets. Oui, oui. Son premier problème, c'est pas la réalité en tant que telle, ou la vérité en tant que telle. Si on pouvait parler de vérité, évidemment, mais je veux dire, quelque chose qui se rapproche de plus de quelque chose de réel. Ce qui l'intéresse, c'est son confort psychologique. Oui. Une critique, potentiellement, ça peut être une vérité. Tiens, quand même, maintenant, il y a une récurrence dans ce type de comportement, moi ça me dérange, etc. etc. Mais c'est inattendable, c'est inentendable. Autrement dit, si on continue à aller dans ce sens-là, au bout d'un moment, je peux me dire, en fait, c'est pas le bon partenaire. Pourquoi c'est pas le bon partenaire? Mais pas parce qu'il m'aide à être une meilleure personne ou une meilleure version de moi-même. Mais il est en train de créer des conflits intrapsychiques. Il perturbe mon confort psychologique. L'évitant cherche un confort psychologique. Et c'est tout à fait en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui, oui. Lui, ce qu'il cherche, c'est le confort psychologique. Il s'en fout en gros de... Oui, je vois. Et je pense que ça aussi, ça peut renvoyer pas mal d'anxieux derrière des choses qu'ils ont vécues. Effectivement, oui. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que l'évitant, quand c'est un peu trop chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il auto-sabote en se disant, il grossit les choses qui ne vont pas chez toi. Totalement. Évidemment, les siens, il ne les voit jamais, mais les tiens, il les voit. Ah, oui. Et il les voit, il les grossit tellement, et puis il se justifie à lui-même. Bah ouais, je ne peux pas continuer avec c'est ça, il se convainc. Voilà. Il arrive à se convaincre comme ça, mais au départ, c'est parce qu'il est troublé sur le plan du confort psychologique. Ok. C'est ça le départ de l'action. Donc, il va commencer à faire de l'auto-sabotage. Alors, évidemment, une fois de plus, pas conscient. Oui, bien sûr. C'est important quand même. Je sais que tu me dis ça. Voilà, il n'y a rien de conscient chez l'évitant en réalité. Il n'y a rien de conscient. Alors, il y a quand même. Non, il n'y a pas. Il y a certaines choses conscientes. Il y a certaines choses qui sont conscientes, mais on va dire que, de manière générale, cette manière d'agir, qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est qu'il y a des récurrences dans ce type de comportement. Chez beaucoup d'évitants, c'est toujours la même chose. Donc, la question du sabotage pour mettre la distance émotionnelle, etc. Et puis, potentiellement, se dire, ah ouais, mais c'était pas le bon, qu'est-ce que je fais pour dire que c'était pas le bon ou la bonne? Eh ben, je grossis les traits. Et tout ce le personnage qui faisait de bonnes choses ou qui était... c'est comme si mon cerveau découpait toute une série... oui, c'est des spécialistes du découpage des histoires quand même. Ils vont sélectionner que les... La sélection, ça se passe au niveau de la mémoire. Les choses négatives. Pardon, quand on regarde au niveau du focal attentionnel chez les évitants, et qui sont potentiellement confrontés à... On met par exemple en couple, on voit ça en thérapie de couple, l'évitant et l'anxieux. L'évitant raconte son histoire. Oui. Ça se passe puisqu'on se voit de manière individuelle, de côté, et puis après en couple et tout ça. L'évitant raconte son histoire, l'anxieux raconte son histoire, et puis au bout d'un moment, on essaie de trouver une parade. Donc on est deux. On voit souvent que l'évitant, ce qu'il fait, c'est comme si son focal attentionnel coupait certaines histoires au montage. C'est-à-dire, l'auto-sabotage, ça commence comme ça. C'est-à-dire, j'arrive à grossir. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, mais en fait, c'est comme s'il coupait la scène, il a décontextualisé. En fait, il ne dit pas ce qu'il y avait avant, il ne dit pas ce qu'il y avait après. Ah oui, d'accord. Il va séquencer, il va garder des petits par contre, morceaux de l'histoire qui sont à son avantage. Exactement. Ou limite, il va aller... Pour justifier son auto-sabotage. Oui, d'accord. Et puis, il se dit, ah ouais, mais bon, comment dire, s'il auto-sabote au bout d'un moment, c'est parce qu'il se dit, je veux de la distance émotionnelle, et puis surtout, je recherche un confort psychologique. L'autre, chaque fois dans une situation, je suis comme ça. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas spécialement envie d'être une meilleure version de moi-même. Moi, je suis déjà parfait comme ça. Oh là là. Je suis parfait dans le sens
Je suis bien, pas dans le sens de la perfection. Oui, bien sûr. Quand je suis bien comme ça, moi, je veux pas bouger. Et si on peut rester comme ça toute la vie, Je suis confortable, je suis pas activée. Mais tu te rends compte du coup de l'injustice que subit le partenaire quand même. Même sur une histoire racontée, ils vont se focaliser, même si c'est inconscient, ils vont se focaliser que sur le négatif le peu de négatif qu'a fait le partenaire, ils vont se focaliser dessus. Ou s'il n'y avait pas forcément de négatif, ils vont quand même en trouver. Ce qui était positif, il va le transformer limite en négatif en fait. Ou si c'était de la faute de l'évitant, il va dire que c'était la faute de l'anxieux. Par exemple, oui, mais c'est toi qui m'as fait ça, donc c'est pour ça que je me suis énervée. Alors qu'en vérité, il y a un truc de très 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 frustrant chez l'évitant, c'est qu'il va toujours rejeter la faute sur l'autre. Mais ça, c'est insupportable pour le partenaire. En fait, le partenaire, c'est toujours de sa faute. Toujours. Même si l'évitant, il va faire tomber un verre par terre, il va le casser. En même temps, il fallait pas le mettre là aussi. Exactement. Mais c'est toi qui l'as cassé. Oui, mais tu l'as mis là. Ça, c'est typiquement l'évitant. Oui, mais donc non, mais l'injustice. Oui, mais maintenant on connaît la réponse. Pourquoi s'il fait ça? Parce qu'il est insupportable. Non, mais parce qu'en fait, il n'arrive pas. Il arrive pas à s'auto. Et en fait, il n'arrive pas à se dire que c'est lui le problème. À se remettre en question parce que ça ne fait pas partie en fait de son fonctionnement. Mais on l'a dit tout à l'heure. Parce que depuis l'enfance, il est déjà défectueux. Enfin, ça demande l'introspection, se remettre en question. Tiens, on dit que je me comporte comme ça, l'autre il dit ça aussi, tiens, ils sont maintenant plusieurs à me faire une remarque, la même remarque. Au bout d'un moment, je veux dire, bon, enfin, si j'ai une capacité même minimale de m'introspecter, je me pose des questions, tiens, pourquoi est-ce qu'ils disent tout ça? En plus, ils ne se connaissent pas. J'ai remarqué quand même, on fait tout le temps la même remarque. Au bout d'un moment, je me pose des questions. Oui. Ah, c'est vrai, alors je vais réfléchir, c'est vrai que dans cette situation, je fais ça, c'est vrai, ils n'ont pas tort, mais peut-être que je vais maintenant apporter une petite nuance à ça, en disant, ah ouais, c'est vrai que je le fais, mais principalement dans cette situation-là. Mais donc, ça veut dire quoi? Il y a une dimension réflexive, quoi, ça. Hein, je veux dire, j'introspecte quelque chose, et puis voilà. L'évitant n'a pas l'habitude de faire ça. Lui, c'est hors de question de remettre quoi que ce soit en question. Remettre en question quoi que ce soit, c'est potentiellement toucher à cette image fragile qu'il a de lui-même. D'accord. Moi, je ne peux pas faire quelque chose de pas bien. Si je ne fais pas quelque chose de pas bien, qu'est-ce que ça peut déclencher? Est-ce que j'ai vraiment une partie en moi qui n'est pas bien? Donc, ça veut dire que je peux être rejeté. Maintenant, je prends conscience que je peux être encore rejeté. Est-ce que c'est tout ça qui... Ça le ramène à la petite enfance, où il s'est fait rejeter par, peut-être sûrement sa mère, et du coup, il se dit... C'est une perception aussi, hein. Le rejet, pas spécialement... mais qui se dit, si j'avoue, en gros, que la faute vient de moi... me remettre en question, c'est pas possible. Ça me ramène à mon enfance. Ça casse l'équilibre, ça casse le confort psychologique, ça casse tout ça. Donc, me remettre en question, c'est... Alors, il y en a qui le font, hein, par contre. Oui, il y en a qui le font. Moi, j'en ai vu. C'est laborieux. Mais bon, c'est... Et ils le font une fois, deux fois, mais... petite remise en question et c'est pas... bon. C'est plutôt léger et il faut pas trop s'éterniser là-dessus. Non, effectivement. Et il faut pas recommencer très, très rapidement avec autre chose. Alors, parce que pour eux, c'est rapidement tout match. Hein. Oui, c'est en train de remettre en question leur personne. Donc, ça veut dire quoi quand tu les remets en question? Parce qu'ils comprennent... Le décodage, c'est ça. Hein. Quand tu les remets trop en question, eux, ils assimilent ça, ils associent ça, en fait, à une sorte de désamour. Ah oui. La critique est un... Désamour parental ou maternel. Oui, la critique est un désamour. Tu peux revenir à la dimension paternelle, parce qu'on comprend souvent les choses de cette manière-là. Bien sûr. Les critiquer, potentiellement, c'est leur envoyer une image de désamour. D'accord. Donc, eux, ils se disent, ils me critiquent, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Ouais, je vois. Alors, ça n'a rien à voir. On sait que ça n'a rien à voir, mais par contre, eux, ils l'interprètent de cette manière-là.